Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et pendant que le podcast est en pause, j'ai décidé de créer une room mensuelle sur Clubhouse afin de nous permettre d'échanger sur nos parcours de reconversion, nos doutes, nos envies, nos connaissances et nos choix. La première room avait lieu le mercredi 28 avril, nous étions 7, et nous avons parlé du métier de doula, de rédaction web, de pédagogie Montessori, de coaching parental et de coaching en reconversion, de burn-out, des travers du métier passion et de la possibilité d'enseigner sans concours. Merci à Anne, Mélanie, Marie-Charlotte, Séverine, Julie et Fabien pour leurs témoignages. J'espère que ça vous ouvrira des portes et que ce format hors série vous plaira. Si vous avez des questions ou un retour à faire, je vous donne rendez-vous sur l'Instagram d'Avant j'étais prof où un post a été créé pour l'occasion. Bonne écoute! Comme c'est la première fois, déjà je suis preneuse de toute suggestion. Et dans ma première idée, je me disais que comme ça va être retransmis pour toutes les personnes au format podcast, enfin si ça fonctionne, c'est la première, je me disais que ça pouvait être sympa qu'en fait celles qui ont déjà un projet en cours se présentent et parlent de leur projet. Comme ça, n'importe qui entendrait le podcast en se disant « Tiens, moi aussi j'aimerais bien faire ça », elle saura vers qui se tourner. Et ensuite, du coup, les personnes qui sont plus perdues, qui savent pas encore ou qui ont des hésitations, peuvent aussi se présenter, dire en gros ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas, si elles ont fait des premiers pas, des premiers rendez-vous, etc. Ça peut être l'occasion après de connecter avec d'autres personnes qui auraient les mêmes centres d'intérêt et du coup de trouver des idées aussi. Donc dites-moi si ça vous va sur le principe. Parfait. Très bien pour moi. Oui, ça me va. Vous êtes très bien disciplinés, dis donc. Du coup, je commence parce que je suis là. Moi, c'est Florence, vous me connaissez déjà. Je suis professeure des écoles en CM1, CM2 depuis 6 ans maintenant. Ça fait depuis à peu près la 2e année que j'ai envie de changer. Pas parce que j'aime pas enseigner, comme beaucoup de monde. Moi, le côté enfant enseignement, j'adore, mais c'est plus l'institution, on va dire, qui me plaît moins. Je manque un peu de liberté, on va dire. Et du coup, à la rentrée prochaine, je vais être en disponibilité pour suivi de conjoint. Et je devrais commencer d'ici quelques semaines, normalement, une formation en rédaction web SEO. Donc l'idée m'a été insufflée par Elodie de l'épisode 7 du podcast Avant j'étais prof. Je vais suivre exactement la même formation qui a l'air super bien faite. Et du coup là tout à l'heure, moi j'en suis au moment où j'ai envoyé une demande pour ouvrir mon CPF, donc mon compte personnel de formation, et j'ai vu il y a 1h30 que la personne qui bosse à la DAFPEN, donc c'est l'endroit où j'ai dû envoyer mon courrier, venait d'ouvrir mes pièces jointes. J'ai eu l'accusé de réception, donc je suis un petit peu stressée. Je me dis qu'à tout moment on va peut-être me dire oui ou non. La formation elle coûte 2 000 € sur mon CPF, j'en ai 1 500, c'est compté en heures, mais voilà, ça couvrirait une grosse partie de la formation. Donc voilà pour moi, voilà mon projet et où j'en suis. Et du coup, je laisse quelqu'un prendre la suite. Je veux bien enchaîner. Ouais, vas-y Anne. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis instite. J'ai à peu près fait moitié maternelle, moitié élémentaire. Là, actuellement, je suis en maternelle. J'ai changé de région depuis 10 ans. J'ai commencé en Charente-Maritime et puis maintenant, je suis en Vendée. Je suis dans une école anciennement classée ZEP, donc on a perdu le statut de ZEP, mais on a gardé le type de public qui correspond à la ZEP. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours, mais c'est enrichissant quand même. Avant, j'avais fait beaucoup de campagne, donc ça change. Et puis c'était un choix aussi de changer de type de public. Et puis la remise en question, c'est tous les 5 ans depuis 2008, depuis la naissance de ma deuxième. Et cette fois-ci, c'est plus fort que d'habitude, parce que ça fait 20 ans, et je pense que se dire que faire ça encore 20-25 ans, c'est là que, quand je me suis posé cette question, c'est là que je me suis dit ouais, ça va faire long quand même. Et puis j'ai envie en fait de faire autre chose. Enfin j'ai envie, je suis curieuse de voir autre chose, mais je suis perdue. Donc c'est vrai que l'arrivée de ton podcast en début d'année scolaire là, ça a été, c'était chouette quoi, parce que du coup je me suis dit que c'était pas impossible de faire ça, et puis c'est vrai que ça donne des pistes. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'épisode 7 qui t'a aussi fait découvrir le SEO, donc c'est vrai que depuis je me documente pas mal. Je me suis préinscrite pour la formation de septembre, celle qui origami par contre, parce que j'aimerais bien avoir une coach en fait, mais je me dis qu'au niveau, je vais rester à plein temps, j'ai pas demandé de mise en dispo, rien du tout pour l'instant, donc j'ai peur que ça soit un peu chaud de rester à plein temps et de suivre la formation. Donc pour l'instant j'ai qu'une préinscription, il n'y a pas
je peux annuler à tout moment. Et au niveau des démarches, j'ai eu au téléphone ma conseillère en orientation, en évolution professionnelle le premier vendredi des vacances, parce que je la sollicitais par rapport au CPF, parce que les dépôts étaient à faire avant le 11 mai, et notre premier rendez-vous était prévu que le 19 mai, donc je l'ai alertée un petit peu parce que je voulais l'avoir avant. Je voulais faire un bilan de compétences et elle m'a dit clairement que ce serait pas accepté pour mobiliser le CPF. Et du coup, elle me propose de me faire un bilan professionnel. Donc ça va durer 6 mois à peu près. On va se voir tous les mois. Donc là, elle m'a fait un envoi avec 4 types de documents à remplir, à cogiter. Et puis on va analyser ça ensemble le 19 mai. Et puis voilà, j'aurai des choses à faire d'un mois sur l'autre. Donc je pense que ce sera moins pro qu'un bilan de compétences fait dans le privé, mais de toute façon, j'aurais pas pu mobiliser mon CPF pour ça. Donc j'en suis là, et puis je suis plusieurs choses sur Instagram, prof et ensuite, prof en reconversion. Avant j'étais prof, toi, et puis prof et après. Donc voilà, ça commence à donner des pistes, mais je me cherche sur ce que je pourrais faire ensuite, quoi. Je me permets de rebondir, Anne, sur un truc. Ouais. Tu sais, la formule origami, je sais pas si ça fonctionne comme la liberté. Donc pour les autres, c'est les 2 types de formules qui sont proposées dans la formation rédaction web de Lucie Rondelet, donc celle qu'on va prendre toutes les deux. La formule origami, en gros, c'est plus strict, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez des cours à suivre avec une période qui va être plus définie, et la formule liberté, on l'a fait un peu quand bon nous semble, mais on doit quand même attendre que chaque atelier soit débloqué. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est que nous, pour la formule liberté, j'avais vu une vidéo YouTube où Lucie Rondelet justement expliquait qu'en gros, ça avait été pensé pour le faire en mode cours du soir, pour les personnes qui étaient en reconversion. Du coup, je me dis que la formule origami, même si elle est peut-être plus dense et qu'il y a plus de suivi, il est possible que de la manière dont tu l'étales, comme il me semble que tu peux la faire tenir sur 1 an et demi si tu veux pas la faire en 6 ou 7 mois, peut-être qu'en fait ça peut carrément passer en cours du soir. Bah oui, et toi t'as pris liberté avec l'accompagnement. Alors moi c'est l'équivalent de liberté avec accompagnement que j'aimerais prendre. Sur le CPF ça s'appelle Liberté Pro, c'est exactement la même chose. Sauf que si tu l'apprends toi-même, c'est genre 1800 quelque chose. Et si tu l'apprends avec le CPF, c'est 2000. Mais comme je disais, moi j'ai pas mal d'argent dessus, donc j'essaye d'attendre ça. Et apparemment, en liberté, j'ai appris là il y a 2 ou 3 jours par quelqu'un qui l'a démarré que ça commence tous les 15 du mois. Donc j'imagine que c'est pensé pour que tu sois tout le temps avec quelqu'un, même si t'es pas dans la formule origami en mode classe, mais que t'es tout le temps quelqu'un avec qui avancer pour échanger quand même, quoi. Ok, ouais. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite de Anne par rapport à son projet ou ses questionnements? Moi je veux bien. Ouais, vas-y. Donc moi je suis toute jeune enseignante, je suis T2, donc c'est avec ma 2e année d'enseignement, mais avec un parcours très long avant parce que j'ai mis 10 ans entre le moment où j'ai voulu passer le concours et le moment où je me suis sentie les épaules de le passer. Et en fait, grosse claque, arrivée à l'éducation nationale où je me rends compte de la non-considération qu'on a par la société et par le gouvernement, et aussi qu'à aucun moment l'enfant n'est au centre de ce qu'on nous demande de faire. Donc c'est un peu, voilà, ça a été la grosse claque quand je suis arrivée. En plus, première année T1, j'ai pris une direction parce que c'était à côté de chez moi, et pour avoir un poste à côté de la maison et un poste fixe tout de suite, c'était la solution de facilité. Année de T1 en direction en Covid, voilà, j'ai passé une super première année. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que je tiendrais pas physiquement, émotionnellement, je tiendrais pas, c'était trop dur. Donc, je suis en reconversion. Oui, j'ai commencé ma formation là pendant les vacances d'avril. Donc, pour être doula, doula, c'est accompagnatrice à la naissance, à la grossesse, dans tout ce qui est émotionnel, voilà, dans tout ce qui va pas être médical en fait. C'est l'accompagnatrice en plus du médical. La formation, elle est pas prise en compte par le CPF, même même quand on quitte l'éducation nationale. Donc de toute façon, vu que c'est un métier qui est pas encore reconnu en France, de toute façon la formation elle est toute de ma poche. Donc j'ai profité d'avoir pu mettre de l'argent de côté ces 2 dernières années pour pouvoir la payer. Et idéalement, moi là, j'aimerais pouvoir quitter avant septembre 2022.
Donc me laisser encore un an le temps de finir ma formation parce que c'est en ligne à gérer sur mon temps comme je veux. Donc ça me laisse une grosse liberté là-dessus. Donc voilà, je vais me laisser encore un an pour pouvoir continuer à mettre de l'argent de côté tout en faisant ma formation pour que septembre 2022 je puisse partir. Donc là, la grosse question c'est l'année prochaine, je vais commencer à prendre des rendez-vous pour essayer de voir à quoi j'ai le droit, même si je sais que la rupture conventionnelle en tout début de carrière, ça va être chaud. Mais bon, voilà, je sais pas encore comment ça va se passer. Si je pense que ce qui va se passer, je n'aurai pas le droit à la rupture conventionnelle. Est-ce que je passe par d'abord un mi-temps pour pouvoir commencer mon activité et puis quitter petit à petit, demander une dispo, ce qui assure quand même le côté sécuritaire. Si jamais ça marche pas, je peux toujours revenir quelque part, ou si je démissionne complètement. Donc voilà, là pour l'instant, c'est encore le flou sur comment je vais partir parce que j'ai pas encore pris mes rendez-vous pour voir tout ça. J'attendais septembre 2021 parce que ça ne servait à rien avant. Donc voilà. Je rebondis sur la rupture conventionnelle. Effectivement, j'entends souvent dire en tout cas que quand t'es jeune dans le métier, c'est moins souvent accepté. Mais je sais que des fois, c'est pas accepté avec l'indemnité, mais ça peut être accepté sur le papier avec 0 €. Auquel cas, tu peux quand même après t'inscrire à Pôle emploi et toucher le chômage. Ouais, c'est un peu ce sur quoi je compte. Si vraiment c'est voilà la prime, je sais que clairement je peux m'y asseoir dessus. 2 ans, même s'il y en a une, ce serait tellement ridicule que je pense que c'est même pas la peine. Voilà, mais c'est vrai que si j'arrive à avoir, si je peux avoir le chômage, le départ de mon activité, ça sera pas pareil. Donc sachant que aussi, voilà, je vais faire une demande de cumul d'activité pour à partir de janvier 2022 pouvoir commencer même en étant en poste. Donc ça aussi c'est pareil, il faut que ce soit accepté. Voilà, c'est très compliqué quand on veut partir en douceur, quoi. Ouais, en fait, ce qui est hyper dur, c'est que comme tu ne sais pas ce qui peut être accepté ou pas et que tout est assez flou là-dessus, du coup, c'est hyper dur de se projeter. Tu peux pas te dire, tiens, dans tant de temps, je vais faire précisément ça, parce que tu sais pas si on va de l'accepter ou pas. Du coup, c'est hyper dur de mettre des choses en place. C'est ça. Donc je projette quand même, hein. Clairement, je projette quand même en me disant de toute façon, voilà, je compte sur un truc. En fait, je me dis que sur le rendez-vous dans lequel je vais demander ma rupture conventionnelle, avoir un dossier béton avec un business plan, avec dire voilà, j'ai attaqué ma formation, je fais ça, voilà, j'ai une collègue qui est dans un cas un peu différent. Et elle, ça fait 20 ans qu'elle est dans le métier et elle en peut plus. Sauf que quand elle a pris son rendez-vous, en fait, on lui a dit, en fait, vous n'avez aucun projet, donc on va pas vous laisser partir. Vous n'avez rien derrière, quoi. Donc j'ai bien compris qu'avec un projet béton, ça pouvait être. C'est pas grave si c'est comme ça. Non, c'est pas grave, chérie. Donc avec un projet béton, ça pouvait être peut-être plus facile entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, je compte là-dessus. On verra si ça marche ou pas. Par curiosité, t'es de quelle académie, si t'as envie de le dire? Grenoble. D'accord, parce que du coup, il y a apparemment, je pense que c'est par académie, il y a des conseillers mobilité carrière, et nous, il y en a une, moi je suis de l'académie de Rennes, et franchement, elle est trop bien, et c'est pas la première fois que je vois sur des groupes Facebook des gens dire que ils appellent leur conseiller mobilité carrière avec un peu de stress, parce que des fois dans l'administration, les gens sont pas toujours très sympathiques, je pense qu'ils ont beaucoup de demandes, beaucoup de boulot, et c'est compliqué pour eux, et ça fait plusieurs fois que j'entends dire que les conseillères mobilité carrière sont super chouettes, ouverts, sympas, agréables, et moi c'était mon cas. Donc, et elle m'a donné plein de pistes, elle était vraiment top. Donc si jamais ça peut vous aider dans les académies respectives... Moi, je vais voir. De toute façon, c'est prévu, hein, mais comme je disais, je préfère attendre la rentrée 2021 pour deux choses. Ouais. Déjà, normalement, l'inspectrice va changer. Et clairement, l'inspectrice qu'on a actuellement est... Je vais pas te dire de gros mots, j'ai ma fille à côté de moi. Voilà. Et puis en plus, le courant passe pas du tout. Clairement, voilà. Donc je sais que elle va pas forcément me mettre de bâton dans les roues, mais en tout cas, elle me facilitera pas les choses. Alors que là, je sais qu'elle a annoncé qu'en septembre, normalement, si tout allait bien, elle devrait partir. Donc, je me dis que voilà, donc pour ça, et puis parce que je voulais aussi que mon projet il soit avancé, quoi, il soit lancé. Ouais, t'as raison. Souvent, quand c'est plus carré, ça a l'air de mieux plaire, en tout cas. Est-ce que Marie-Charlotte, tu veux prendre la suite et je fais monter Séverine sur scène en même temps qu'il lève la main? Alors oui, donc je suis professeure des écoles mais contractuelle. C'est seulement ma première année là. Je suis en REP+, dans une classe de maternelle. Donc je suis assez loin de chez moi déjà puisque j'ai accepté un poste à 1 heure de route. Donc déjà les trajets ont été un peu difficiles, je le savais, mais au fur et à mesure que l'année a avancé, c'était un petit peu compliqué, la fatigue, le stress, etc. Et puis j'ai toujours rêvé d'être enseignante, j'ai passé le concours 2 fois.
J'ai choisi de ne pas le passer cette année puisqu'en janvier-février, j'ai fait un burn-out. Donc tout au début, vraiment, ça se passait bien. Et puis au fur et à mesure, j'ai senti que je me sentais pas à ma place. J'aimais enseigner, j'aimais le contact avec les élèves, mais pas comme ça. Donc j'ai réfléchi pendant cet arrêt du coup du mois de janvier-février à ce que je voulais vraiment faire. Est-ce que je voulais vraiment enseigner ou est-ce que je voulais faire autre chose? Et puis j'arrivais pas à me décider, à savoir vraiment ce que je voulais. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, des éducations et des pédagogies alternatives qui m'ont quand même beaucoup passionnée. J'ai écouté aussi tes podcasts, des podcasts sur la pédagogie Montessori. Puis je me suis renseignée plutôt sur celle-ci, sur la pédagogie Montessori. J'ai regardé un petit peu quelles formations se faisaient en ligne ou en présentiel. J'ai regardé des témoignages, j'ai écouté des podcasts. Et je pense du coup que je vais me lancer dans une formation Montessori. Donc là, pour l'instant, j'attends de pouvoir avoir un rendez-vous avec Pôle emploi pour savoir si ils pourraient me financer la formation ou non. Donc voilà, je pense rester quand même dans l'enseignement, mais différemment. Voilà. Du coup, toi, t'as le droit d'avoir des droits justement à Pôle emploi de par ton statut? Eh bien, pour l'instant, non, parce que je suis employée, donc je peux même pas me créer un compte sur le site, je peux même pas les rencontrer. Il faut que j'attende vraiment d'être au chômage, donc là, mon contrat se finit en juillet, donc j'attends cette date. Ok. Et il y a une formation en particulier qui te fait plus de l'œil qu'une autre? Oui, j'ai vu les formations Ariam, je crois que ça se prononce comme ça. Mais moi, j'aimerais mieux faire en distanciel parce que les formations en présentiel souvent coûtent un peu plus cher et puis il faut se déplacer jusqu'à Paris ou Lyon. Elles peuvent durer aussi plus longtemps et pour moi, ce sera plus facile de le faire en distanciel. Avec des stages, j'ai déjà contacté des écoles autour de chez moi qui pourraient éventuellement me prendre en stage. Donc voilà. Et du coup, tu postules comme dans une boîte privée, du coup, où il y a une histoire de mouvement parce que c'est des questions qu'on me pose souvent, en fait, sur les pédagogies alternatives. Eh bien, on postule vraiment, oui, comme dans une boîte privée. On postule à des recherches d'emploi, à des propositions vraiment pour un poste précis, dans telle école. Il n'y a pas du tout d'histoire de mouvement. Et ça aussi, ça me plaît parce que là, je venais seulement de commencer, mais me dire que si j'obtenais le concours cette année, il fallait attendre un certain nombre d'années avant d'avoir un poste fixe. Et pour pouvoir faire des projets aussi, ça me faisait un peu peur et j'avais pas très envie d'attendre avant de pouvoir vraiment savoir où est-ce que j'allais travailler et tout ce qui allait en découler, où est-ce que j'allais habiter, etc. Ouais, je te comprends. J'ai hâte en tout cas que tu la commences parce va y avoir plein de questions dessus. Il y a plein d'enseignants, comme je disais, qui adorent enseigner, mais juste pas de la façon dont on le fait ou dont on nous le fait faire. Et c'est vrai que les pédagogies différentes, ça revient souvent. On me demande souvent comment on fait, comment ça se passe, combien ça coûte, etc. Donc tu vas faire des heureux et des heureuses. Bon, tant mieux, parce que vraiment, pour se renseigner, c'est difficile. On ne sait pas trop quelle formation prendre. Tout le monde privilégie les formations en présentiel ou bien celles certifiées, parce qu'il y en a qui sont certifiées par l'AIM, je crois, c'est l'Association internationale de Montessori, et d'autres non. Donc, c'est un peu dur de faire un choix. Et donc il y a Séverine et Julie qui viennent de monter sur la scène. S'il y a une de vous deux qui veut soit poser des questions, parler de son projet, Séverine, ouais, vas-y. Bonjour, donc Bonjour. On ne se connaît pas bien, mais je suis ravie de vous entendre et de vous écouter. Je suis en REP+, depuis 20 ans, en maternelle. C'est un choix de vie, hein. J'étais animatrice de colo et après je pensais passer le concours. J'ai passé le concours très jeune. Et d'année en année, j'ai vu le métier évoluer, j'ai vu les investissements de chacun évoluer aussi, la mairie, l'éducation nationale, les associations de quartier. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, on fait tellement de choses au milieu de la journée que à quel moment on est valorisé en fait sur toutes ces tâches-là. À quel moment on se rend compte qu'on est en train de tirer la société vers le haut, mais sans considération financière, morale, journalistique et ministérielle. Donc j'ai commencé à me poser pas mal de questions. L'idée de passer le mouvement, pas spécialement, parce que c'est une école que j'aime beaucoup. J'y suis depuis 20 ans, donc je connais les familles sur presque 2 générations, du coup, pour certaines.
Et c'est pendant le Covid que ça s'est précipité. J'avais un dispositif des moins de 3 ans que j'aimais beaucoup, sur lequel j'étais pendant 5 ans, et qui m'a permis de voir une relation différente aux familles. J'accueillais les familles en classe, on faisait des passerelles avec les enfants. Elles restaient parfois 1 semaine, parfois 2 semaines. J'ai une maman qui est restée presque 1 mois avec moi en classe parce que son fils avait besoin de ça. Et ça m'a paru enfin être de l'humanité. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir créer ce fonctionnement-là. On avait les mains libres la première année quand on avait le dispositif, et puis ça s'est resserré, comme beaucoup de projets dans l'éducation nationale. Il a fallu faire du chiffre, il a fallu les garder toute la journée, il a fallu... Enfin bref, on n'avait plus de latitude, donc je me suis dit ok, j'y reste parce que j'ai un lien avec les parents, j'y reste parce que j'ai un lien avec les enfants, ça m'intéresse beaucoup. Et ce poste a été labellisé. Donc administrativement, ça voulait dire qu'il passait au mouvement. Je n'ai pas été prévenue qu'il passait au mouvement. J'étais là parce qu'il y avait eu une transformation de classe, donc ni une fermeture ni une ouverture. Mais au lieu que la classe ferme, ils l'ont transformée en dispositif. Donc on est purement dans de l'administratif. Et quand j'ai demandé si j'étais concernée par le mouvement, on m'a dit si vous voulez le poste, demandez-le. Utilisez vos 20 ans de point de carrière pour l'avoir. J'ai dit, je ne crois pas, non. Je vais pas demander un poste avec 20 ans de point de carrière pour un poste que j'avais déjà. Donc, je suis repartie sur une classe normale. Les protocoles sanitaires se sont enchaînés, comme vous le savez. Et là, je me suis dit, ça gratte, ça pique. J'en ai marre. Et la goutte d'eau, ça a été Samuel Paty. La goutte d'eau, ça a été de se dire que si on attrape le Covid avec ces protocoles-là, l'administration ne reconnaîtra jamais que c'est de leur faute, ne reconnaîtra jamais qu'ils ont mis en danger les personnels, je le dis ouvertement. Les personnels sont en danger, les enfants aussi sont en danger, tout le monde mutualise le virus, ça n'engage que moi, mais je vais le dire quand même. Et de se dire, là, Samuel Paty, les réactions de l'administration, les réactions du gouvernement, à un moment, j'ai dit non, ça suffit, je ne retournerai pas en classe. Donc j'ai été voir mon médecin qui a vu que j'étais épuisée, qui a vu que je portais l'humanité scolaire sur mon dos et que c'était plus possible. Donc elle m'a proposé un arrêt, ou elle m'a proposé une autorisation spéciale d'absence pour le Covid parce que j'avais un facteur de forme aggravée possible. Et donc je suis restée à la maison et j'ai, comme vous, réfléchi, médité, pris en main mes valeurs initiales qui étaient de transmettre et d'aider les familles et d'aider les enfants, ce qui n'est plus le cas. On n'a plus le temps d'aider, on n'a plus le temps de parler, on n'a plus le temps de rien. On est des soldats, et moi je ne suis plus d'accord avec ça. Donc oui, j'ai réfléchi à une reconversion. J'ai envoyé une lettre de rupture conventionnelle, j'attends un retour. Je n'ai pas passé l'entretien, j'ai rencontré le mobilité carrière. Il m'a dit que certaines avaient été accordées. Je sens venir la question Florence, donc j'anticipe. Je suis à l'Académie de Versailles et pour l'instant, certaines ont été accordées, certaines avec indemnité. Donc je croise les doigts. J'espère que je vais avoir une autorisation de partir, avoir une indemnité si possible, parce que 20 ans aurait plus. J'avoue que ça mettrait un peu de beurre dans les épinards. J'ai fait 2 formations, donc une en communication non violente, donc les 3 modules de communication non violente, qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont beaucoup apaisé sur l'idée qu'un autre possible était envisageable, et une formation de coaching de vie, donc pour devenir coach parental. Donc j'ai commencé un podcast sur la parentalité, sur l'aide à la parentalité. Je suis en train de monter un site là-dessus, d'ateliers, pour préparer les familles, comment les aider à comprendre l'école, à comprendre l'idée du passage de l'enfant de sa famille à l'école, ce que je faisais dans le dispositif des moins de 3 ans. Donc tout ça se met en place gentiment. Je ne sais pas ce qu'ils vont me poser comme question à l'entretien. Je ne sais pas s'ils me laisseront partir, mais je n'envisage plus de retourner en classe. J'y suis retournée il n'y a pas très longtemps pour récupérer des classeurs de parentalité justement, et j'ai vu que toutes les plantes avaient été laissées à l'abandon, mortes. Donc je suis arrivée dans ma classe en me disant si j'étais restée, je serais comme cette plante. C'était hautement symbolique. Et donc j'espère vraiment avoir ma rupture conventionnelle. Je trouve que 20 ans, j'ai vraiment donné beaucoup de projets. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder dans ma bio. J'ai donné beaucoup de mon énergie et de mon temps, mais maintenant il est temps que je me consacre à d'autres valeurs et des choses un peu plus humaines. Donc j'ai l'impression que je suis à la bonne place. Donc merci beaucoup pour cette room. Ça me fait du bien, c'est assez thérapeutique comme débat.
Bah, merci à toi Séverine, je rebondis sur 3 choses, mais déjà la première, ce que tu dis c'est extrêmement inhumain, et même si quelque part au fond de moi je suis pas franchement étonnée, ça me fait quand même super mal au cœur à entendre et je trouve ça vraiment injuste. Concernant la rupture conventionnelle, il y a une personne, Nathalie, que j'ai interviewée, c'est l'épisode 6 du podcast Avant j'étais prof. Elle avait enseigné une vingtaine d'années aussi et elle a touché de mémoire quelque chose comme 16 000 euros. Ce sera à revérifier, mais du coup ça fait quand même une belle indemnité. Après ça dépend de comment on voit les choses, mais elle, je crois que c'était le montant minimum. Et la troisième chose, oui, par pure curiosité, je me demandais comment s'appelle ton podcast. Alors, il va s'appeler Les Petits Plus Zen. Il n'est pas encore sur Spotify, Deezer et tout ça. Il est juste sur mon site qui est en cours de finalisation, donc très prochainement. Et je vais écouter tous tes épisodes. Je ne connaissais pas ton podcast, donc je suis contente de ce contact, de cette mise en relation. Et on va se suivre avec grand plaisir. Ah bah avec plaisir également. Et Julie, est-ce que tu veux nous partager soit tes questions, soit ton parcours? Bonjour tout le monde. Bonjour Séverine, on se croise parfois sur Coucou. des rooms et donc c'était intéressant d'entendre ton parcours parce que finalement je ne l'avais jamais entendu. Et donc bah moi je ne suis pas prof, mais je suis architecte et reconvertie, donc je trouve que j'ai quand même un peu ma place ici parce que finalement architecte c'est un peu un métier comme prof, en tout cas dans ma perception des choses, c'est un peu des métiers, normalement des métiers dans lesquels on reste à vie. Donc on arrive architecte ou on arrive prof et on reste à vie prof, ou en tout cas dans l'inconscient collectif encore, ça fait partie des métiers de base. Et donc, en fait, moi j'ai toujours adoré entendre des personnes parler de leur parcours. Plus le parcours était improbable et plus j'avais des étoiles dans les yeux quand j'entendais les personnes me raconter voilà, leur parcours, parce que j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai fait de la politique pendant 6 ans et là j'ai entendu pas mal de parcours improbables. Donc c'est un peu comme une passion finalement d'entendre les personnes raconter leur parcours. Et j'ai comme passion depuis plus de 15 ans, j'avais pas compris que c'était une passion, mais je lisais beaucoup de livres, je faisais des formations en lien avec le développement personnel et du coup j'ai fait de cette passion et de mon autre passion, entendre les gens qui racontent leur parcours. J'ai fait mon nouveau métier et donc je suis maintenant reconvertie en coach justement en reconversion et j'aide les femmes à trouver leur voie. Et du coup, bah, je suis ici parce que j'aime bien d'entendre, au-delà de ma profession, j'aime vraiment beaucoup entendre ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bah, ce métier-là, c'est fini, ça suffit, je fais autre chose. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent, il faut qu'il arrive quelque chose, entre guillemets, de grave, donc soit un burn-out, soit un épuisement, soit vraiment un trop-plein. Et du coup, moi, je me demande comment toucher les femmes, parce que je travaille spécifiquement avec les femmes qui se racontent en fait, ou qui se disent pendant des années, bah, je suis pas bien là où je suis, je sais que je ne trouve aucun sens dans ce que je fais, je me sens pas à ma place, mais finalement, voilà, j'ai pas le choix, que ce soit financièrement ou pas, j'ai plus ou moins une bonne situation, je dois pas me plaindre de ma situation. Et donc, ils restent bloqués dans cette espèce d'état finalement qui n'apporte pas d'énergie, qui n'apporte pas de sens ni d'utilité au monde. Et donc, je me questionne beaucoup sur comment faire pour que ces femmes-là passent à l'action et développent tout leur potentiel et se sentent plus épanouies, se sentent plus à leur place, se sentent utiles dans le monde, parce que c'est aussi surtout souvent ça qui revient quand quelqu'un arrive et dit bah voilà, je veux changer mais je sais pas quoi faire, parce que souvent aussi on ne sait pas quoi faire à ce moment-là, mais je veux que ça s'arrête. Et donc je voudrais un peu comprendre, et c'est aussi pour ça que je suis là, comprendre ce qui fait qu'à un moment donné on se dit j'y vais, parce que dans mon cas au final je suis aussi passée par un épisode de burn-out, et donc je me dis que c'est dommage de devoir arriver à cet état pour se foutre un coup de pied au cul. Voilà. Donc ça, c'était mon témoignage. Merci en tout cas pour la room, Florence. Je serais ravie. Je viens d'aller m'abonner à ton compte sur Instagram et je vais aller écouter ton podcast. Bah, je te remercie Julie, parce que comme tu dis, c'est vrai que même si tu n'es pas prof, bah déjà tout parcours est bon à prendre, ça fait du bien d'être soutenu et de se sentir soutenu, je pense. Et t'as raison sur une chose, c'est que c'est vrai qu'architecte, souvent, c'est des métiers passion quand on en entend parler, et puis bah prof aussi, donc ouais, je vois complètement le lien que tu peux faire entre les deux.
Tu parlais du coup d'une reconversion en coach en reconversion justement, et moi j'en ai pris une que j'ai gagnée d'abord sur un concours à Noël. J'ai eu une première séance qui a été offerte et franchement ça m'a fait vachement de bien. Du coup j'avais prolongé avec une deuxième. Là je suis maintenant plutôt sur une thérapie psy parce que côté pro ça se débloque vachement bien là pour moi en ce moment. Mais je suis aussi d'accord avec ce que t'as dit. Souvent, il faut un truc grave pour vraiment se bouger. Parce que moi, en septembre, j'ai lancé le podcast. Ça pouvait donner l'impression que je savais ce que j'allais faire, mais pas du tout. J'ai eu certaines interviews où, pareil, j'ai eu un peu des déclics, mais voilà, sans trop savoir. Il y avait toujours un mais, je suis pas capable, et l'argent, et machin. Et en fait, courant janvier, comme Marie-Charlotte, mais en moins étendu dans le temps, il y a eu un jour où vraiment j'ai pu y aller et j'avais des plaques partout, je faisais des malaises, j'arrêtais pas de vomir, ça durait plusieurs semaines. Et moi je pensais que j'avais une maladie physique toute bête et en fait le médecin il était sans appel et c'était des symptômes anxieux dépressifs et c'est vrai que dès qu'elle évoquait mon boulot c'était la cata. Et le jour où j'ai repris le travail, le soir quand je suis rentrée, j'ai dit à mon copain c'est mort, je ferai pas septembre prochain. Même si c'est voilà pour aller travailler en grande surface ou que sais-je, même quelque chose qui ne m'intéresse pas profondément, tant pis, juste j'y retournerai pas. Et c'est vrai que c'est hyper dur et c'est dommage d'en arriver là, de pousser son corps et son mental à en arriver là. Mais d'un autre côté, moi c'est ce qu'il m'a fallu pour finalement me rendre compte à quel point ça me faisait du mal. Et je pense qu'en fait on est plein dans ce cas à avoir presque besoin malheureusement d'en arriver là quoi. Ouais, c'est vraiment le même constat que je fais. Ouais, je me demande vraiment comment je peux aller aider des femmes à ne pas passer par là, vu qu'aujourd'hui c'est mon boulot. Et bon, après, il y a des femmes qui arrivent chez moi parce qu'elles sont passées par la case burn-out ou ce genre de choses. Et en fait, le truc, c'est que comme coach, en tout cas, moi j'ai une formation à l'ICF, on nous dit bien attention, dès qu'on parle de burn-out, dès qu'on parle de dépression, de TOC ou tout ce genre de choses, un coach en fait ne peut pas travailler sans un psychologue normalement. Et donc on ne peut pas aller sur ces sujets-là parce qu'en fait quand on est en burn-out, on n'est pas capable de passer à du coaching parce que le coaching c'est parfois se ramasser des petits coups de pied au cul. Bon, des gentils, mais quand même un petit peu des coups de pied au cul. En fait, la personne en épuisement ou en burn-out ne sait pas passer à l'action parce qu'elle est à ce moment-là à plat avec une énergie qui est plus ou moins nulle. Moi, si j'ai des personnes qui arrivent donc et qui disent voilà, je suis en burn-out, moi j'attends et j'attends que ce soit réglé et que la psychologue ou en tout cas le thérapeute qui sait gérer ça, parce que moi je suis pas habilitée à faire ça. Et du coup, j'attends qu'il y ait un feu vert. Et je vois beaucoup passer sur internet des coachs qui ne font pas attention à ça. Bon, après, chacun a sa formation, chacun a ses trucs. Mais du coup, j'ai vraiment cette question, comment atteindre les femmes qui sont juste avant ce burn-out et qui pourraient libérer du temps en semaine ou le week-end pour commencer déjà à réfléchir sur leur projet ou réfléchir à ce qui leur plaît, parce qu'il y a aussi surtout cette question-là quand on est en reconversion. En tout cas, moi, je suis passée vers ce stade-là. Ok, je suis pas bien où je suis, mais qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce qui me plaît? Je suis une multipassionnée, mais en même temps passionnée de rien. Enfin, en tout cas, ça, c'était mon cas. Et j'en entends beaucoup aussi d'autres femmes qui disent bah oui, ok, je suis pas bien là, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Enfin, toutes sortes d'excuses qui font que, au final, elles ne bougent pas. Je pense que les excuses, enfin je les appelle comme ça aussi, mais enfin je m'inclus dedans parce que j'en ai eu beaucoup et j'en ai toujours parfois. Je pense que c'est quand on n'est pas complètement prêt. On a très 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 envie, je pense que ça enlève pas le fait qu'on en meurt d'envie de changer, de partir, mais je pense qu'il y a des petites choses qui font qu'on n'est pas prêt et qui nous amènent à avoir ces excuses-là. Après, c'est vrai que alors je parle de l'éducation nationale, là où nous on est, il y a très très peu de possibilités de mobilité. Et je pense que tu peux complètement avoir des personnes qui ont envie de se reconvertir, et des femmes en l'occurrence, bien avant que ce soit trop tard. Mais je pense que ça va peut-être plus arriver dans des métiers où il y a possibilité de changer, parce que tu peux te rendre compte que ça ne te plaît pas et te dire bon du coup je vais changer et faire des démarches. Nous quand on se rend compte que ça nous plaît pas, on regarde, on commence à faire des démarches, on regarde ce qui est possible, on va sur des groupes, et en fait ce qu'on voit c'est que en fait t'es fonctionnaire de l'éducation nationale et que t'as pas le droit au chômage, tu peux pas partir comme tu veux en dispo, on peut ne pas t'accepter un temps partiel, on peut ne pas accepter que tu crées ton entreprise, et en fait t'évolues dans un milieu où les gens qui essayent se prennent énormément de portes, et c'est hyper dur de continuer à se motiver et à aller de l'avant
quand tu sais que même si t'as la meilleure idée que tu puisses avoir et qui te plairait énormément, même si tu la demandes, t'es pas sûr que ça puisse aboutir. Et du coup, c'est hyper dur de bouger, et je pense que c'est pour ça que souvent, malheureusement, les enseignants, enseignantes, ils arrivent un peu au moment où c'est trop tard, avant de donner une impulsion pour changer. Mais je pense que dans plein de professions, c'est complètement possible de juste pas kiffer son travail et de se dire à un moment, tiens, je changerais bien, et de prendre un ou une coach en reconversion et d'avancer sans aller jusqu'à l'épuisement total, quoi. Je m'étais dit qu'il y avait aussi cette notion de loyauté dans ce métier. Ça veut dire qu'on s'investit tellement qu'à un moment, on ne veut pas non plus quitter le navire et laisser les élèves, laisser les familles, laisser les collègues dans ce merdier. Moi, j'ai eu l'image très forte de la galère à l'ancienne. On était en train de ramer dans la soute, on était enchaînés, et quand on nous disait « Non, mais ça va pas très bien le système, là, ça fonctionne pas très bien, il n'y a pas trop d'humanité », on nous disait « Oui, tais-toi, vas-y, fonctionne ». En bon fonctionnaire. Et cette loyauté, comment on fait pour quitter le navire en se disant tant pis, on va laisser sur le carreau des élèves, on va laisser sur le carreau des collègues, on va laisser sur le carreau des projets, des familles, mais à un moment c'est de la survie. Enfin pour moi en tout cas c'est vraiment une question de survie. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, dans le sens où certaines personnes m'ont demandé mais comment tu fais pour demander ta dispo, t'en aller quand tu l'as annoncé à tes collègues, ça fait quoi, etc. Mais moi, j'ai pas ce souci-là parce que je suis sur un poste juste à l'année. J'ai eu un poste pour l'année entière, mais dans tous les cas, j'y serais pas restée l'année prochaine. J'ai pas assez de points pour l'avoir. Donc moi, j'ai juste annoncé à mes collègues, qui étaient très contents pour moi. J'annoncerai à la fin de l'année à mes élèves que ce sera plus moi, mais que je parte me reconvertir ou que juste j'ai pas le poste au mouvement, ça change rien. Donc j'ai pas cette attache-là, mais par contre, pour les gens qui ont leur poste fixe et parfois depuis très longtemps, je pense que c'est hyper dur vis-à-vis des enfants, ou même de toi qui a eu plusieurs générations d'enfants, vis-à-vis des parents, des familles, qu'est-ce qu'ils vont se dire, tu vois, est-ce qu'ils vont se dire non mais en fait elle aime pas les enfants, enfin je pense que c'est des questionnements que tu dois avoir, et vis-à-vis des collègues aussi, comme tu dis, s'il y a des projets en cours, j'imagine même pas quand t'es directeur, tu dois te dire que t'as l'impression d'abandonner tout le monde, enfin je pense que c'est aussi un truc à prendre en compte, et pour le coup que je suis contente de ne pas avoir, mais j'entends très bien que certaines personnes l'ont. Si jamais Fabien ou Simi, vous voulez monter sur la scène, n'hésitez pas à lever la main. J'ai un petit bout de formation qui va commencer dans quelques minutes. Je vous remercie à tous pour cet échange et j'active la cloche pour te suivre, Florence, avec grand plaisir. À très vite. Au revoir. Ok, merci à toi Séverine, à bientôt. Si Fabien, tu veux partager ton parcours ou tes questions, n'hésite pas. Ouais, bonjour tout le monde. J'ai vu le nom de la room, reconversion enseignante. Donc, je pensais que c'était pour devenir enseignant, et c'est pas le cas, mais Comme tu dis, effectivement, donc nous, c'est l'inverse. On est enseignant, enseignante, et on a envie de changer de métier. Mais si ça peut te rassurer, c'est pas du tout à cause de l'enseignement, c'est plus à cause de l'institution, l'organisation, les contraintes, toutes les choses qu'on nous demande de faire qui, au final, ne sont pas du tout de l'enseignement. Et comme l'évoquait aussi tout à l'heure Séverine, le métier qui a complètement changé, pas forcément bien. Par contre, il y a... Là, comme en plus là en ce moment c'est un peu compliqué avec le Covid, je sais qu'il y a beaucoup de recherches soit de contractuels, soit même d'enseignants sur le Bon Coin, et ça peut à la rigueur, si t'es tenté mais pas trop et que tu veux pas non plus t'engager complètement, ça peut être l'occasion d'essayer sur des vacations ou des postes de remplacement, de tenter ta chance pour voir à la rigueur si ça te plaît. merci pour ces éléments. En vérité, c'est un conseiller, c'est mon conseiller Pôle emploi qui, je trouve, m'avait bien renseigné. Et moi, j'ai une école de commerce à la base, donc je suis ancien cadre dans une boîte, etc. J'ai fait dans des grosses boîtes, j'ai fait un burn-out. Voilà, du fait que j'ai une école de commerce, a priori, le mec à Pôle emploi m'a fait une révélation, m'a dit que je pouvais quand même être prof. Et c'est vrai que j'étais un peu très étonné. Je pensais qu'il fallait avoir un CAPES, etc. Mais bon, a priori. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs moyens d'enseigner sans forcément avoir son diplôme. Je pense notamment à Émilie, dont j'avais fait une interview sur le podcast, donc qui était enseignante en primaire qui voulait quitter le navire. Elle a démissionné. Donc démissionner, tu perds ton concours, tu es rayé de la fonction des cadres, il faut le savoir avant de le faire, c'est mieux. Mais elle est partie s'installer dans une autre région, et en fait elle a pu enseigner à nouveau, mais dans un lycée agricole, qui du coup dépendait du ministère de l'Agriculture. Et je pense qu'il y a plein d'autres types de
je veux dire, de bâtiments, de structures qui doivent fonctionner de la même façon. Je pense à Marie-Charlotte qui peut-être avec une formation Montessori, du coup ne fera pas forcément partie de l'éducation nationale et pourra, comme elle disait, postuler un petit peu comme dans le privé. Mais par contre, elle, ce serait avec une pédagogie qui va être précise, mais j'imagine que pour diverses matières, il y a aussi plein d'écoles. Je vois là, moi je suis de la région rennaise, l'autre jour je voyais, il y a une école à Rennes qui va s'ouvrir, qui va être une sorte d'école alternative dans un grand espace vert. On voit aussi beaucoup maintenant les écoles de la forêt, un peu sur le système suédois. C'est des choses pour lesquelles t'as pas besoin forcément du CRPE ou du CAPES. Donc CRPE c'est pour les professeurs des écoles, CAPES pour le secondaire. Je pense que t'en as pas forcément besoin. Après, je pense que c'est toujours mieux d'avoir des bases de pédagogie et d'être compétent dans ta matière, mais voilà, je pense que t'as pas toujours besoin du diplôme pour faire les choses. Est-ce que je peux rebondir? Bien sûr. Je sais parce que je l'avais eu fait avant d'avoir le concours, les écoles privées et les lycées et collèges privés sous contrat catholique, parce que la majorité des écoles sous contrat, privées sous contrat, elles font partie, c'est des écoles catholiques. En fait, il suffit juste de s'inscrire au diocèse de son département et pour postuler, et après tu passes un entretien, et s'ils jugent que voilà, après ils te mettent sur leur liste et ils t'appellent s'ils ont besoin d'une suppléance. Génial, merci beaucoup. Donc, diocèse, c'est le diocèse du département, quoi, tout Le simplement. diocèse du département, ouais. Le diocèse du département où tu es, et du coup, en fait, il y a un onglet enseignement privé sous contrat, et enfin, ça dépend des départements et des Génial. sites, mais voilà. Merci beaucoup. Hein. Et en plus, si je dis pas de bêtises, dans le privé, tu n'as pas les mêmes histoires de mouvement qu'on peut avoir dans le public, parce que j'avais des collègues de formation qui passaient justement des entretiens avec le diocèse pour passer, alors eux c'était le concours quand même, mais côté privé, et du coup au niveau des postes, tu pouvais choisir quand c'était dans le secondaire de rester du coup dans une académie ou dans une région, donc t'avais moins de chances d'être envoyé loin comme dans le concours public. Ouais, c'est ça, en fait. Du coup, quand tu passes le concours au privé, si t'as ton concours, après c'est toi qui postules. C'est le même fonctionnement que si t'as pas le concours, en fait, tu postules, et après, voilà, en fonction du poste ils sont obligés de te fournir un poste, mais c'est toi qui postules là où tu veux. Donc effectivement, moi je sais que j'ai fait une fac STAPS, et j'avais beaucoup de potes qui passaient le concours de prof de sport, et prof de sport, dans le public, tu commences forcément à Paris. Et il y en a beaucoup qui voulaient pas et qui l'ont passé dans le privé. Et dans le privé, en fait, ils ont pu rester dans l'académie de Grenoble, ou dans une académie qui les intéressait plus. Parce que dans le privé, le mouvement fonctionne pas du tout de la même façon. Tu postules, et après t'es pris ou pas, mais tu postules, quoi. Mais merci beaucoup. En tout cas, je vais regarder ça de plus près. Je peux donner mon avis, Fabien. Bien entendu. J'ai la croyance que rien n'arrive par hasard, et du coup, si t'es arrivé sur cette room avec comme thème reconversion enseignante, il y a peut-être un message de l'univers pour toi. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, j'aimerais bien enseigner en fait parce que le conseiller Pôle Emploi donc me parle du boulot de prof, et je me dis que ça peut être complémentaire en fait avec de la rédaction web sur le côté. Et toi, c'est le contraire, c'est-à-dire que tu veux vraiment, si j'ai bien compris, t'échapper de ton job en fait d'enseignante pour finalement ne faire que ça, que de la rédaction web. Alors C'est ça. ok. Moi, ce serait en freelance, et comme j'aime quand même enseigner, parce que je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit j'aimerais enseigner, et je pense que malheureusement, on est plusieurs dans cette room à se dire la même chose. En fait, nous, on aimerait bien enseigner, sauf qu'un prof, 50% du temps, ça enseigne, et le reste du temps, ça fait des tâches qui sont pas franchement fun, et du coup, t'enseignes plus tant que ça, finalement, au sein de l'éducation nationale. Donc, pour continuer à enseigner, moi, je me vois complètement avoir d'un côté mon job de rédactrice web SEO, rédactrice web SEO en freelance d'un côté, et à la limite pas faire un temps complet, et me laisser un petit peu de temps sur les vacances ou les mercredis, les week-ends, pour donner des cours particuliers, un peu sur le principe du soutien jusqu'on va dire niveau CM2 6e, quoi, mais parce que ça me permettrait de le faire soit en individuel ou en petit groupe, et de vraiment enseigner, pas remplir un papier avec qui a payé qui a donné son chèque pour la photo de classe, quoi. Ouais, c'est très intéressant ton retour parce que, en fait, moi, je pense que finalement, en France, hein,
Moi, quand j'étais plus jeune, on me disait oui, le privé contre le public, etc. Mais je pense qu'en fait, l'institution, elle est la même, que ce soit le privé ou le public. Je pense que c'est un système de pensée, en fait, de management qui est ancien. Moi, je me dis, en fait, que j'ai envie d'être prof pour qu'on me foute la paix. Mais a priori, on va pas me foutre la paix parce qu'on va encore me demander, comme on me demandait dans le privé, de faire des choses qui ne sont pas entre guillemets dans mon contrat de travail. Et Bah, disons que là, j'ai écrit en début de semaine un petit bout d'article pour un compte avec qui on a fait un partenariat. Du coup, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des études qui expliquaient qu'un professeur, ils avaient fait un mix entre le primaire et le secondaire, travaillait entre 40 et 50 heures par semaine et que 53% de ce temps-là était réellement passé à enseigner. Donc effectivement, ça fait beaucoup d'heures pour un salaire qui est pas dingo non plus. Et finalement peu d'enseignement, alors que beaucoup de profs sont profs parce qu'ils aimeraient enseigner. bon, moi, c'est la réalité, quoi. Donc ben, merci beaucoup de ton retour. Bah de rien. Et si jamais, parce que je vois que ça fait 1 heure, donc c'est déjà pas mal, moi je vais avoir du montage un peu à faire derrière. Si jamais vous avez envie d'ajouter quelque chose ou de poser une question à l'une ou l'autre, ou une question plus générale à laquelle les auditeurs ou auditrices du podcast pourront répondre a posteriori, bah n'hésitez pas. Et si jamais il n'y a pas de questions, bah je vais tous et toutes vous remercier. Je vais laisser la room ouverte une trentaine de secondes. Apparemment, c'est l'usage pour que chacune puisse aller regarder le profil des uns et des autres et suivre s'ils ont envie. Et puis, je pense que d'ici ce week-end, ce sera publié du coup au format podcast. Merci Florence. Merci, Et au revoir Florence. tout le monde. Bonne soirée. Merci tout le monde pour les informations. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.